10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, mardi 10 septembre. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Ça va? Vous êtes remis de votre épopée? Je me suis remis de mon épopée Eurostar. On pourrait faire un envoyé spécial suivi d'une enquête exclusive. Je suis resté 11 heures coincé dans un Eurostar, plus dehors. Tout ça a été très mal géré par Eurostar. Mais j'étais pas tout seul. On était plus de 650 personnes sur le balustre pendant 2 heures à attendre un autre train. Et vous m'avez beaucoup manqué, mais j'étais remplacé par quelqu'un de grand talent, John, notre réalisateur, qu'on salue ce matin. Exactement. Louis Milano Dupont, bonjour. Vous êtes journaliste à Complément d'enquête et on vous reçoit pour parler de ce complément d'enquête consacré à Donald Trump. Donald Trump, la théorie du chaos. Ce sera diffusé jeudi soir à 22h55. Ce soir, vous l'avez entendu dans l'émission de Patrick Roger qui précédait, c'est le grand débat Kamala Harris face à Donald Trump. Donc on va parler des États-Unis avec vous ce matin. C'est un doc absolument incroyable. Vous avez été à la rencontre. Vous avez décrypté, pas tenté de décrypter, parce que vous décryptez exactement ce qui a abouti à cette journée de la prise du Capitole. Et vous avez réussi à interviewer des témoins capitaux, si j'ose dire, de ceux qui vont témoigner dans ce procès. On va y revenir dans le procès qui est fait à Donald Trump. C'est ce qu'on se disait tous les deux, Valérie. Ce qui est intéressant, c'est que on voit aussi que ça n'a pas marché, mais qu'ils continuent à comploter derrière pour vraiment essayer d'inverser les élections et d'arriver à la présidence. Et elle est là, la clé de votre doc. Et puis à noter, Valérie, que le débat de ce soir, si vous voulez le suivre, vous pourrez regarder sur BFM dès 2h30 du matin, édition spéciale sur BFM, le débat plus le débrief du débat. Et sur France Info TV, dès 3h du matin, France Info TV va retransmettre France 24, qui retransmet lui-même le débat. Il y aura moyen de le suivre. Vous allez le suivre, le débat ou pas? En décalé, oui, probablement, mais oui, on va le suivre. Alors, il y a des témoins absolument incroyables. Vous avez fait un boulot colossal. Vous avez retrouvé entre autres le chaman de cet assaut du Capitole. On va y revenir dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, on sait bien que la gauche est hostile à notre nouveau Premier ministre, mais l'attaque la plus perfide est venue hier soir sur LCI. Sur sa droite, Dominique de Villepin, qui n'est pas à une infidélité près, s'est demandé... est-il aussi indépendant pour déjeuner avec Emmanuel Macron, notre Premier ministre? Écoutez. Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que, politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qu'il continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Vous parlez de la réforme des retraites, par exemple. Oui, et de tout le reste. Et c'est ça qui va être intéressant avec Michel Barnier. Vous voyez, Michel Barnier, il a été déjeuner aujourd'hui avec le président de la République. Rien n'y oblige. Il n'a pas de gouvernement. Rien n'oblige aujourd'hui à aller déjeuner avec le président. Pour parler de quoi? Et là, je pense qu'il faut une transparence vis-à-vis des Français. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce stade? Il a d'autres choses à faire, Michel Barnier, pour le moment. Et donc, il est très important que le réglage entre l'Élysée et Matignon se clarifie. Elle est fielleux, le Dominique de Villepin. C'est le rendez-vous, on en parlait, qui peut changer la face des élections américaines et par voie de conséquence, la face du monde. À ma droite, Donald Trump, à ma gauche, Kamala Harris. Mais désormais, le combat, ils sont au coude à coude dans les sondages. Analyse sur BFM. Kamala Harris est arrivée à l'instant à Philadelphie, à la veille de ce débat. On se pose la question, Pablo, est-ce que l'effet Kamala Harris s'essouffle pas un peu? On a un sondage qui est sorti dans le New York Times. L'écart entre Harris et Trump se resserre, 47% pour Harris, 48% pour Donald Trump, peut-être qu'on peut le voir, voilà, ce sondage. Effectivement, c'est pas gagné d'avance. Non, c'est pas gagné. Alors, ces sondages sont toujours très difficiles à lire parce que le système d'élection, c'est pas au suffrage universel direct. Vous votez pour des grands électeurs et par État. Et ensuite, par État, en gros, c'est celui qui arrive devant, qui récupère tous les grands électeurs de l'État pour la grande majorité. Enfin, il y a que 2 États qui sont pas, qui fonctionnent pas de cette façon-là. Donc, c'est très compliqué de savoir à l'avance, de transformer en fait ces sondages en un résultat aux élections présidentielles. Vous en pensez quoi?
Vous qui avez été sur le terrain. Ce sera... moi, quand j'y étais, nous, on a tourné avant l'été, c'était encore Joe Biden le candidat. Donc aujourd'hui, la donne, elle a changé. Et je suis comme vous, un observateur. On voit évidemment la dynamique autour de Kamala Harris. Et évidemment que ce débat, il va être déterminant. Il va avoir un rôle très important dans la campagne américaine. Mais il y a une vraie affection pour Donald Trump des Américains malgré toutes les affaires. En tout cas, des républicains. Après le 6 janvier, tout le monde, et notamment aux États-Unis, une grande partie des Américains pensaient que il serait impossible pour Donald Trump de se représenter et de revenir. Et pourtant, 4 ans plus tard, malgré toutes les affaires judiciaires, et notamment celles dont on parle dans notre documentaire, Donald Trump, il est accusé de conspiration contre les États-Unis d'Amérique. C'est inédit pour un ancien président des États-Unis. Malgré cela, aujourd'hui, c'est le candidat des républicains. Et très curieusement, la France, en tout cas les journalistes français, sont tous à fond derrière Kamala Harris, avec assez peu de nuances, en donnant l'impression que c'est elle qui va l'emporter. Enfin, dans ce que j'entends, moi, il y a un vrai parti pris français pour Kamala Harris, en tout cas. Peut-être, oui. Mais ça avait été le cas, Valérie, au moment d'Hillary Clinton. Hein. Ouais. On était tous les journalistes étaient un peu sûrs que Hillary Clinton serait élue. Hein. Oui, c'est ça. Il y a de ça particulier sur les élections américaines, c'est que c'est pas un suffrage direct. Les Américains votent pour des grands électeurs et c'est pas parce qu'on gagne le vote populaire qu'on devient forcément président des États-Unis. Ouais. Alors votre papa est une sommité dans le monde du vin. J'ai appris ça grâce à mon petit doigt qui s'appelle Valérie Expert et Jacques Dupont, dont je conseille l'excellent numéro du Point en kiosque chaque année depuis X années et qui conseille sur le guide du vin, puisque évidemment en septembre c'est les foires au vin. On en reparlera avec lui puisque on va l'avoir dans l'émission. Alors du coup, c'était un petit clin d'œil parce que je ne sais pas si vous avez vu passer cette information de la sangria la plus chère au monde. Vous l'avez vu ou pas cette information? Alors écoutez cette sangria la plus chère au monde. Reportage sur BFM Business. C'est sans doute la sangria la plus chère du monde, vendue 120 000 € dans un bar de Cannes. Pourquoi? À cause des bouteilles de Pétrus vidées dans ce saladier avec des oranges et surtout tout un tas de glaçons. C'est l'un des vins les plus célèbres et les meilleurs au monde. Forcément, ça a un prix, entre 3 200 et 3 800 € la bouteille. Une trentaine d'entre elles ont été vidées dans ce saladier. C'est pour ça que le prix est totalement pharaonique. Alors, est-ce qu'au moins ça améliore le goût de la sangria? J'ai posé la question au meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrac. Le déguster d'une façon extrêmement festive, pourquoi pas? Le mettre dans une sangria avec des ingrédients qui viennent l'accommoder, ça peut pas être mauvais, hein, mais c'est pas franchement sa vocation. Mettre du Pétrus dans une sangria, c'est comme allumer un feu avec un Picasso ou un Van Gogh. Ça fonctionne, hein, mais c'est pas du tout la vocation. 120 000 € au total de Pétrus ont été mis dans une sangria. J'espère que Jacques Dupont ne nous écoute pas parce qu'il risque de faire un malaise. Vous avez déjà goûté du Pétrus? Oui, j'en ai déjà goûté. Alors, il y a vraiment une différence, il y a vraiment une excellence. Je suis pas suffisamment experte. Non, mais vous, est-ce qu'à titre personnel, vous l'avez senti? J'ai trouvé ça très bon. Maintenant, il y a des tas de gens qui ont fait des tests de mettre. Vous avez déjà bu du Pétrus, j'imagine, avec le papa que vous avez? Non, vous n'êtes pas très vin? Non, et en tout cas, sûrement pas avec des fruits de la sangria. C'est monstrueux. Mais il vous a pas transmis la passion du vin? Si. Enfin, mon père m'a transmis plein de choses et évidemment l'amour du vin. Oui. Et puis cette semaine, Valérie, c'est la semaine de Silex and the City de Jules. La BD sort vendredi et demain mercredi avec un épisode intitulé La Clé. Et demain, le film La Clé sort sur tous les écrans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Silex and the City, c'est une BD qui transpose notre monde à l'époque de la préhistoire. Alors dans le film, Valérie, il y a 2 bactéries. Et les 2 bactéries s'appellent Julie et François. Ça vous parle, Julie et François? Ces bactéries, eh bien, dans le film, c'est Julie Gaillet et François Hollande eux-mêmes qui font les voix. En tant qu'organisme monocellulaire, on n'était pas sur des revendications trop catégorielles. Enfin, tu te rappelles quand même qu'à un moment, tu avais pris ce slogan. Le changement, c'est maintenant. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais c'était juste un slogan politique, dans le cadre d'une campagne électorale. On savait tous que ça n'allait pas changer les grands principes de base. François Hollande, que Jules a facilement convaincu, il nous l'a dit brièvement tout à l'heure. Je remercie Jules de m'avoir confié un rôle pour lequel je ne m'étais jamais porté candidat.
Mais savoir que Julie Gaillet pouvait être mon partenaire dans cette scène, alors a fini de me convaincre, parce que là, j'étais sûr que ce n'était pas du cinéma. C'est rigolo, hein, quand même, c'était dans cet avou hier soir. Et puisqu'on parle de doublage, comment ne pas rendre hommage à James Earl Jones, vous savez, qui est mort à 93 ans et qui était la célèbre voix de Dark Vador. No, I am your father. Et puis il a été aussi la voix de Mufasa hein, dans le Roi Lion. Il y a un nouvel épisode du Roi Lion qui va arriver. On s'est demandé avec John si ça sera son dernier film ou est-ce qu'il a continué à faire la voix de Mufasa. Et puis une autre voix qui s'est éteinte, Sergio Mendes, qui était le roi de la bossa nova. Il est mort à 86 ans. Más que nada. Vous voulez pas qu'on fasse une émission puis Rio, Valérie? Oui, ce serait très bien. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des États-Unis, de ce complément d'enquête. Donald Trump, la théorie du chaos. Comment en est-on arrivé à cette journée du 6 janvier, cet assaut du Capitole, cette accusation, enfin cette mise en examen contre Donald Trump, qui est accusé d'avoir échafaudé un coup d'État contre les États-Unis. À tout de suite avec Louis Milano-Dupont qui a réalisé ce document à ne pas manquer dans Complément d'enquête jeudi. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Louis Milano-Dupont. Vous êtes journaliste à Complément d'enquête et je recommande le document que vous avez réalisé, Donald Trump, la théorie du chaos. C'est jeudi soir sur France 2 à 22h55. Je rappelle que cette nuit, le débat très important entre Donald Trump et Kamala Harris sera diffusé sur France 24, rediffusé sur France Info TV ainsi que sur BFM à partir de 2h30 du matin. La stratégie du chaos, écoutez, je vous propose d'écouter la bande-annonce qui pose assez bien ce que vous avez voulu, ce que vous racontez dans ce documentaire. Nous sommes tous ici pour ne pas nous laisser voler notre victoire par des démocrates radicaux de gauche. Et nous allons aller au Capitole. J'ai appelé le président, il n'a jamais répondu. C'était la seule personne, la seule voix qui avait le pouvoir de mettre fin à tout ça, et il a décidé de ne pas le faire. Par ses actions ou son inaction, j'ai failli perdre la vie. Ton temps est compté, Richard. On va te poursuivre, toi et tous les fils de pute qui ont volé cette élection. Alors le cri qu'on entend, c'est le chaman, le fameux chaman. Le fameux chaman qui a été le symbole de cette révolte. Pourquoi il a accepté l'interview et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est voyant. Le chaman, c'est un petit clin d'œil. C'est le 6 janvier. On a évidemment quand on pense au 6 janvier, voilà, on pense évidemment à ces déguisements et à ce côté un peu folklorique qu'on pourrait presque penser qu'il est amusant. Et on a retrouvé cet homme parce qu'il était l'emblème de cette journée. Mais nous, ce qu'on a voulu vous raconter, en fait, c'est ce qu'il y a derrière, ce qui est beaucoup plus inquiétant et sérieux. Et c'est à quel point c'est raconté l'endoctrinement de personnes qui, ce 6 janvier, sont allées à Washington pour faire en sorte que Donald Trump reste au pouvoir. Oui. Et surtout, on a voulu aussi vous raconter les 2 mois qui ont précédé cette journée. Cette journée, c'était tout sauf une manifestation spontanée qui déborde avec des conséquences très graves, des morts. Mais comment elle est l'aboutissement d'une stratégie dirigée par Donald Trump et qui, pendant de longs mois, a semé un poison terrible qui est le mensonge. Et c'est de ça dont il est accusé aujourd'hui par la justice. Et c'est ce qu'on raconte. Donald Trump est par le maire de New York. Rudolph Giuliani, qui a joué un rôle très important. Rôle très important dans cette attaque du Capitole. Oui, bien sûr. Giuliani est un proche de Donald Trump. Ça a été c'est un personnage très important aux États-Unis. C'était le maire de New York au moment du 11 septembre. Et il est devenu l'avocat de Donald Trump et le chef d'orchestre de toute une série de procédures judiciaires qui d'ailleurs ont toutes été rejetées. Sauf une, vous dites dans le doc. Oui, sauf une en Pennsylvanie, mais
sur 62 procédures judiciaires et elles concernent très peu de voix. Donc ouais. Vous avez un nombre de témoins impressionnants qui sont tous républicains. Moi, je vais me faire l'avocat du diable en disant mais pourquoi est-ce qu'on les croirait? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont été virés? Parce que c'est très difficile de vous apporter. Enfin, c'est assez irréfutable ce que vous montrez, ce que racontent vos témoins. Mais il y a un des mensonges qui est particulièrement puissant et qui continue d'alimenter les pro-Trump, c'est cette histoire de bourrage des urnes. Où on voit des images de vidéosurveillance qui ont d'ailleurs été montrées par Trump, où on voit des employés des employés du bureau de vote qui sortent des cartons, qui sortent des caisses avec des bulletins de vote. Et en fait, la version n'est pas celle de bourrage d'urne pendant la nuit, mais elle est un petit peu différente. Mais pourquoi est-ce que la version du directeur Brad Raffensperger serait la bonne et qu'en fait, il n'y aurait pas eu vraiment fraude? Pour plein de raisons. D'abord parce que cette nuit-là, dans ce bureau de vote, il y avait des enquêteurs indépendants. Ouais. Parce qu'il y avait eu des soucis quelques mois auparavant sur les primaires et donc déjà il y avait des enquêteurs indépendants cette nuit-là pour observer. Ensuite, parce qu'il y a eu des enquêtes de la part de l'État, de la part du FBI, de la justice. Ensuite, il y a eu des recomptages, des comptages de voix. Mais expliquez, parce que nous, on l'a vu dans le doc, donc pourquoi ces bulletins de vote sont ressortis? Vous l'expliquez dans votre... En gros, c'est l'histoire il est tard dans la nuit, c'est la nuit de l'élection, des employés doivent compter les bulletins de vote. À un moment, il est tard, ils pensent qu'ils peuvent arrêter et rentrer chez eux et reprendre le comptage. Et donc, ils rangent des bulletins de vote sous une table, comme c'est la procédure et comme ils le font à chaque élection. Et finalement, on les rappelle, on leur demande de reprendre le travail. Et donc, ils ressortent ces bulletins de vote dessous la table et ils se remettent à compter. Sauf que sur les réseaux sociaux et ensuite par Monsieur Giuliani qui a donné un retentissement incroyable à ces images, on n'a pris qu'un morceau de la vidéo où on sort des bulletins de vote de dessous la table. Sauf que si on remonte dans cette vidéo quelques minutes plus tôt, on voit qu'en fait ils les ont rangés quelques minutes plus tôt et donc nous on fait raconter tout ça par le directeur des élections et ces images en fait on est basculé dans des sphères complotistes, on a fait dire n'importe quoi à des images sans les prendre dans leur contexte et tout ça a été encore une fois enquêté, vérifié et contre-vérifié par à plusieurs sauf que échelles. Personne ne le croit chez les supporters de Trump. Mais à part juste avant. Donc on imagine que c'est la vérité. La vérité, c'est que les bulletins ont été rangés et ils ont été ressortis. Ça ne veut pas dire que Trump, on lui fait croire une autre histoire et qu'il pense que c'est la vraie, ou est-ce qu'il sait qu'il ment? Parce que il est là la clé. La clé, c'est de savoir est-ce que ces images qui sont mal interprétées lui sont mal retranscrites à lui-même et donc dans ce cas-là, ce n'est pas un mensonge de sa part. Et là, bon. Ou alors, c'est un vrai mensonge de sa part et il sait évidemment que il ne s'agit pas de fraude. Alors, déjà, vous comprenez ma question? Bien sûr, je vais répondre point par point. Déjà, on n'imagine pas que c'est la vérité, parce que au vu de toutes les enquêtes, c'est la vérité. Et aujourd'hui, on en est certain. Donald Trump. La vidéo dont vous parlez, elle a lieu le 22 décembre. Ouais. Les élections, elles ont lieu le 4 novembre. Donc, un mois et demi après, il y a déjà eu le temps de multiples vérifications ont été faites. Donc, est-ce que Donald Trump pense, j'ai pas la réponse, mais a priori, et vu le nombre d'exemples et la façon coordonnée où ces accusations ont été portées dans de nombreux États, on est clairement face à une stratégie. Et enfin, aujourd'hui, avant que Donald Trump reprenne cette théorie, c'est Rudolph Giuliani qui l'a porté et qui l'a diffusé partout. Rudolph Giuliani, il vient d'être condamné au tribunal pour diffamation et il doit verser 150 millions de dollars de dommages-intérêts aux travailleurs municipaux qui portent justement ces bulletins de vote. Donc la justice, elle a tranché là-dessus et donc il n'y a plus de doute. Alors, un auditeur nous dit oui, ce document est destiné à nous faire passer Trump pour un dictateur, un salaud, mais il n'y a pas eu de guerre pendant ces 4 ans ça n'a pas de rapport. Là, ce que vous montrez, franchement, je vous conseille de regarder parce que vous avez des témoins, encore une fois, c'est une ancienne directrice de la communication, et puis vous avez aussi cet homme qui est l'un des plus hauts personnages, l'un des plus importants fonctionnaires de l'État, Brad Raffensperger, à qui Donald Trump demande de trouver 11 780 votes, et cet homme est républicain
Il vous transmet d'ailleurs vous reproduisez la conversation qu'il a eue avec Donald Trump, qui le menace, qui fait du chantage. Et la question que je me suis posée, c'est effectivement, lui, il est cité, c'est un des témoins très importants au cœur de cette accusation contre Donald Trump. Lui a eu beaucoup de courage de résister. Ils sont plusieurs, et nous, c'est la ligne aussi qu'on a choisie dans le documentaire. Il y a assez peu de démocrates, c'est essentiellement 90% de nos interlocuteurs sont des républicains. Cet enregistrement aussi, c'est le Washington Post qui l'a révélé très tôt en 2021. Et Brad Raffensperger, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière au Parti républicain, comme d'autres, comme on a le président de l'Assemblée nationale de l'Arizona, c'est des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans au Parti républicain, et qui ont fait campagne pour Donald Trump, et qui ont intérêt à ce que Donald Trump soit réélu. En revanche, à un moment, et c'est en ça que leur témoignage est exceptionnel, ils sont retrouvés face au président des États-Unis, qui leur demande de passer outre le serment qu'ils ont fait, qui leur demande de franchir la ligne rouge et de devenir hors la loi. Et malgré la pression, malgré le fait qu'on est du même parti, du même bord politique, qu'on partage les mêmes idées politiques, et qu'on a intérêt à ce que notre président soit élu, il y a un moment, il y a une espèce de garde-fou, et c'est en ça que nous, on a voulu faire parler ces gens-là, et c'est pour ça qu'on les a trouvés intéressants. Je voudrais répondre, parce que c'est assez fascinant. Vous avez la même chose aux États-Unis, on le voit vers la fin du document où vous allez voir des soutiens de Trump pour cette élection, des auditeurs qui nous disent vous me faites rire, tous des républicains qui ont répondu arrêtez avec vos mensonges, c'est pas des républicains, c'est des gens qui sont en titre. Comme par hasard, ce documentaire sort 3 mois avant les élections. Non, quand on est journaliste en général, on essaye de coller à l'actualité. Il y a une actualité qui est cette élection, donc évidemment voilà. Sincèrement, quand j'écoute ce monsieur, je sens qu'il est anti-Trump, qu'il sort des arguments qui sont toujours les mêmes. Regardez avant de juger. Et je suis assez troublée effectivement que quels que soient les arguments que vous apportiez, puis vous faites votre idée, vous allez regarder ces gens qui témoignent, vous allez regarder les images. Je pense que cet homme que vous avez interrogé, ce haut fonctionnaire républicain, il y en a eu plein aussi, il y en a eu d'autres républicains dans le doc. On ne peut pas vraiment douter de sa parole puisque vous entendez la conversation qu'il a avec Donald Trump qui lui demande instamment de trouver ses électeurs. Bien sûr, l'enregistrement est là, il existe, et puis la question c'est pas de savoir si on est pro-Trump ou anti-Trump. Là, on parle juste des faits en fait de vérité établie, et c'est ça. Nous, c'est ça notre travail, c'est pas d'être pro-Trump, anti-Trump. Nous, on raconte des faits et on raconte dans ce documentaire comment. Et c'est factuel, encore une fois. Comment est-ce qu'un homme, dans les 2 derniers mois de sa présidence, accessoirement le président des États-Unis d'Amérique, a tout fait pour se maintenir au pouvoir, et ce qui n'a jamais eu lieu avant dans l'histoire des États-Unis. Il y a toujours eu des transferts de pouvoir pacifiques, et nous, on s'est concentré sur ces 2 derniers mois, et c'est ça qu'on a trouvé intéressant, et c'est l'un des procès les plus graves auxquels Donald Trump, si un jour il a lieu, il va devoir affronter. Et c'est ça qu'on raconte. Et on va avoir lieu ou pas le procès? Pour l'instant, c'est après les élections. Les élections seront évidemment déterminantes. Pour le moment, il a eu des victoires, notamment avec la Cour suprême, qui parle d'une immunité partielle, mais pas surtout, puisque le procureur a produit un nouvel acte d'accusation il y a quelques jours. Et en revanche, évidemment que s'il est élu, notamment sur ces procédures fédérales, il aura le pouvoir de mettre un couvercle dessus, de faire en sorte qu'elle n'aille pas plus loin. Le Capitole empêche à un certain moment la signature de la part des députés du Capitole de l'élection de Donald Trump, et pendant ce temps-là, en parallèle de ça, il essaye de recruter de fausses grands électeurs pour se faire élire. Cette histoire est aussi incroyable. Il vous l'a raconté avec des républicains qui ont été recrutés par Donald Trump pour trouver de gens qui se font passer pour des faux grands électeurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'histoire des faux grands électeurs. C'est assez complexe, on touche vraiment au cœur du système électoral et institutionnel américain. Mais comme je le disais tout à l'heure, les Américains, le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage direct mais indirect. Les Américains, ils votent pour des grands électeurs qui ensuite eux-mêmes vont désigner en cohérence avec le vote des citoyens le président des États-Unis. En 2020, Joe Biden
a gagné l'élection présidentielle. Un mois plus tard, 3 semaines plus tard, les grands électeurs doivent se réunir pour désigner le président. Donc les grands électeurs de Joe Biden. Donald Trump va faire en sorte que ces grands électeurs, ces listes à lui de grands électeurs, se réunissent quand même, le désignent quand même comme président, ce qui est totalement inédit. Comment vous expliquez que ce que moi j'appelle du complotisme continue? Je vois aussi chez certains de nos auditeurs qui me disent c'est faux, tout ça est faux, tout Pourquoi ce que vous dites est faux. Pourquoi ils ne veulent pas entendre ces arguments-là? Pourquoi, d'après ces arguments-là, je sens qu'il est anti-Trump sur la radio Trump. On n'est pas la radio Trump, je vous le précise, ni pro ni. Là, vous avez des faits. Je veux dire, il faut expliquer aux gens que vous êtes partis. Comment déjà, quand vous partez faire ce reportage, vous préparez très en amont? Est-ce qu'il y a un auditeur qui demande est-ce qu'il y a des accréditations nécessaires? Comment on travaille aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a plusieurs questions dans votre question. En tout cas, sur le complotisme, les débats et les réactions des auditeurs que vous pouvez avoir, c'est peut-être un tout petit échantillon de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis et le 6 janvier, nous on en parle assez peu, mais c'est un élément très important dans l'histoire des États-Unis. Il y a une grande commission d'enquête. Aujourd'hui, c'est présent dans le débat. On en entendra probablement parler ce soir dans le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Et aujourd'hui, la société américaine, elle est profondément clivée, profondément fracturée, et notamment sur ces questions-là, sur ces questions des faits. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de complotistes? C'est une question de société bien plus large. Mais ce que vous expliquez dans votre doc et ce dont on a nous un peu parlé, c'est qu'ils vivent dans une bulle. C'est-à-dire que ils s'alimentent eux-mêmes sans essayer d'écouter ce qu'on leur dit à l'extérieur. C'est ça la clé de ce qui se passe? Je crois que les spécialistes du complotisme, c'est ce qu'ils racontent. Le problème, c'est évidemment des gens qui s'informent avec des médias et des sources d'informations qui les confortent dans non plus des informations, mais des croyances. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas cru? Pourquoi les journalistes au complément d'enquête n'est pas cru? Je ne sais pas par qui nous ne sommes pas crus. Nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'être le plus objectif et de se baser sur des faits. Bien sûr, vous êtes non pas sur des croyances. Et ensuite, les gens font leur opinion. Vous interrogez les avocats de Donald Trump. Il y a deux avocats qui sont interrogés. Vous faites un boulot de journaliste. Donc, il y a l'avocat de Trump pour nos auditeurs. Il y a l'avocat de Donald Trump qui dit quand même, si vous regardez le documentaire, donc jeudi soir sur complément d'enquête, qui dit quelque chose quand même d'assez exceptionnel. C'est si un président ou un homme politique ment à ses citoyens, il n'a pas été tenu responsable de ses mensonges si au moment où il prononce ses mensonges, il pense que ce ne sont pas des mensonges. Mais c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, le président des États-Unis, un grand homme politique, à un moment, a les moyens d'être informé correctement. Vous pensez que c'est un voyou? Je pense pas. Ça, c'est pas moi qui le dit, c'est la justice qui le décidera. Mais vous? Alors, moi, j'ai pas d'opinion sur Donald Trump, ce que je sais, et je me base sur les faits et sur la justice. A priori, il y a quand même tout un faisceau d'indices qui montrent, et d'ailleurs c'est même plus qu'un faisceau d'indices puisqu'on le démontre dans notre documentaire. Donald Trump, il a menti aux citoyens américains et il a joué un jeu extrêmement dangereux pour la santé de la démocratie américaine. Regardez ce document, faites-vous votre idée avant de juger sans avoir vu un reportage anti-Trump. Non, il y a des gens qui sont interrogés. Vous jugerez par vous-même des vidéos, vous jugerez par vous-même des témoignages et vous entendrez cette conversation très forte, très puissante que Donald Trump a eue avec des gens qui ont eu affaire directement à lui. Absolument. Merci beaucoup Louis Milano Dupont. Formidable reportage dans Complément d'enquête, la théorie du capot. Formidable. Oui, formidable. Non, mais c'est formidable parce que Valérie, vous connaissez. Et je réponds aux auditeurs. Si un reportage était fait par Complément d'enquête sur Kamala Harris, je le regarderai de la même manière et je m'intéresserai de la même manière aux documents qui nous sont proposés. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant et que vous avez eu des témoins qui sont remarquables et intéressants. Donc c'est jeudi soir, 22h55 sur France 2. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.